Ok, à toi la parole, merci. Ok. Alors, je vous remets juste en plus petit. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ma présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qu'on a eus sur le stage que j'ai effectué en M1 l'année dernière et avec des mesures qui ont continué après le stage, qui sont terminées. Enfin, certaines sont toujours en train d'être effectuées. Le titre, c'est la variabilité spatio-temporelle des flux de méthane des troncs d'arbres dans une forêt au sol bien aéré. Et donc, pour ce travail, j'ai été supervisé par Caroline Plein. Donc, pour commencer avec, euh, est-ce que vous voyez ma slide bouger? Non? Non, ça bouge pas pour le moment. Euh, Essaye peut-être de départager et de repartager. Permet aux retardataires d'arriver. ok, alors. Ok, ça marche. Donc pour commencer avec une petite introduction, le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre d'origine anthropique après le CO2. Il contribue pour 20% du réchauffement climatique, notamment dû à son pouvoir de réchauffement, qui est 20 à 30 fois plus importante que celui du CO2. Ici, sur la courbe, vous voyez bien que sa concentration dans l'atmosphère n'a fait qu'augmenter depuis les dernières décennies. Et des études récentes ont montré que des émissions pouvaient, a- pouvaient avoir lieu dans les forêts à sol bien aéré et que les arbres pouvaient jouer un rôle sur ces émissions et que en les considérant, eh bien, on pouvait diminuer la capacité de puits des sols forestiers de 1 à 6%. D'où l'importance de s'intéresser au rôle des arbres vis-à-vis de ce gaz à effet de serre. Schématiquement, si on regarde comment ça se passe un petit peu le cycle du méthane dans les écosystèmes forestiers, comme je l'ai dit précédemment, on considère les forêts tempérées comme des puits parce que dans l'horizon oxique, il y a des communautés de micro-organismes que l'on appelle les méthanotrophes qui sont capables d'oxyder le méthane de l'atmosphère en CO2 et H2O. À l'inverse, dans les horizons anoxiques, il y a d'autres micro-organismes que l'on appelle les méthanogènes et ces méthanogènes sont capables de produire du méthane. Et ce méthane peut être directement oxydé par les méthanotrophes ou peut être directement transporté vers l'atmosphère si la concentration est plus importante dans le sol par rapport à l'atmosphère. Et comme je l'ai dit précédemment, récemment, il a été montré le rôle des arbres euh, vis-à-vis de ce gaz, puisque les arbres peuvent également transporter ce méthane produit dans le sol et l'émettre à la surface de leur tronc. Et dans ce cas-là, on peut observer des diminutions des émissions avec l'augmentation de la hauteur dans l'arbre. Et enfin, pour complexifier un petit peu tout ça, les méthanogènes qui sont présents dans le sol dans la zone anoxique peuvent également être présents dans le tronc, également en conditions anoxiques, et donc produire du méthane et potentiellement un petit peu perturber ce gradient et cette relation émission, source, production-émission.
Le but de l'étude était de caractériser la variation saisonnière des flux de méthane des troncs dans la forêt tempérée, avec deux objectifs. Le premier, c'était de déterminer si les émissions, enfin, si les flux de méthane varient temporellement, et le deuxième objectif, de savoir les facteurs qui sont induits dans ces processus. Donc pour l'expérimentation, on s'est rendu sur le site expérimental de S et on a effectué 13 jours de mesure d'avril 2023 à mars pardon, 2024. Donc avant la mise en place des feuilles et ensuite tout au long de la saison de végétation, après la perte des feuilles, jusque la dernière mesure en mars. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré trois arbres, neuf arbres, trois arbres de trois espèces, donc trois chênes, trois hêtres et trois charmes, à quatre hauteurs différentes, 0,5 m, 1 m 30, 2 mètres et 4 mètres. Et pour chacune des chambres, on a mesuré à l'aide d'un analyseur de gaz la variation de concentration de méthane pendant 4 minutes. Et en utilisant la formule présentée ici, j'ai calculé ensuite le flux de méthane en microgrammes de méthane par mètre carré par heure. Euh, En plus de ces mesures de flux, on a également mesuré à la fin de la dernière mesure, pardon, on a été faire des carottes à la place de chaque chambre. Et ça nous a permis de faire deux choses. La première, c'est d'estimer le potentiel de production de chacune des carottes en les mettant en conditions anoxiques, en enlevant tout le méthane et en prenant différents points de mesure pour savoir si on a production ou pas de méthane. Et ça nous a également permis d'installer des tubes dans l'arbre afin de mesurer les concentrations au sein de l'arbre. Et on a également mis des tubes dans le sol pour mesurer les concentrations dans le sol. Et enfin, vous le savez, sur le site de S, on a accès à un certain nombre de variables environnementales. Et donc, on a essayé de regarder les relations entre les flux mesurés et les paramètres environnementaux. Et il y a un paramètre sur lequel on s'est bien focalisé, c'est le niveau de nappe. Et ici, vous avez un graphique qui vous présente la profondeur en fonction de la profondeur, du pourcentage des racines avec un diamètre inférieur à 2 mm. Et donc, à partir de 80 cm de profondeur, on n'a plus de racines. Et c'est pourquoi on a choisi de mettre la limite à 80 cm pour définir si on avait une présence de nappe ou une absence de nappe, puisque en dessous de 80 cm, on n'a plus de racines en contact. Donc, à partir du moment-là, on peut dire qu'on n'a pas de présence de nappe. Donc, concernant les résultats, on a observé des faibles émissions significatives sur la période de mesure. Et donc, si on considère 4,5 mètres de tronc, on a une moyenne de 0,80, plus ou moins 0,33 microgrammes de méthane par heure. Et si maintenant on s'intéresse à la variabilité, donc sur ce graphique, vous avez les dates en fonction du flux en haut. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une temporalité de ces émissions avec des émissions proches de zéro, voire inférieures à zéro pendant la saison de végétation, et plutôt de l'émission au début et à la fin de l'année, fin de la saison de végétation. Et cette variation temporelle, elle semble être plutôt bien liée au niveau de nappe. Et si on continue dans cette direction, en fait, on s'aperçoit qu'on a un effet significatif du niveau de nappe, puisque quand on a notre nappe qui est présente, effectivement, on a des émissions qui sont significatives, alors que quand on n'a pas enfin, quand la nappe n'est pas présente, les flux ne sont pas différents de zéro, donc on a soit de l'émission qui est équilibrée par de la consommation, soit alors il se passe plus grand-chose. Et donc le fait qu'on ait la nappe va induire le fait qu'on ait des conditions anoxiques dans le sol, et donc production de méthane dans le sol, et ce méthane peut potentiellement être transporté dans l'arbre pour être émis. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit en introduction, on s'attend à voir des émissions qui vont diminuer avec la hauteur dans l'arbre. Et donc, c'est ce qu'on a ensuite regardé.
en se mettant en condition d'une présence de nappe ici. Et effectivement, on observe bien cette décroissance des émissions avec la hauteur. Et donc, l'effet significatif de la présence de la nappe plus cette diminution des émissions avec la hauteur nous renseigne bien sur une source qui est plutôt le sol dans ce cas-là. Et ensuite, on s'est concentré sur les concentrations à 0,5 m et 1,30 m, puisque ici, on suspecte quand même quelque chose plutôt lié au sol. Donc, on a regardé ces hauteurs-là. Et donc, on s'est intéressé aux concentrations. Ici, vous avez un graphique qui présente les différents arbres en fonction de la concentration dans l'arbre. Et comme on a un arbre ici qui a des concentrations très fortes, j'ai zoomé sur ce qui se passe ici. Et donc, il y a plusieurs choses sur ce graphique. La première, c'est la ligne noire qui correspond à la concentration atmosphérique de méthane. La ligne bleue, c'est à moins 20 cm. Et la ligne rouge, c'est la concentration à moins 10 cm. Et ensuite, vous avez différents types de points. Vous avez les points noirs remplis qui, qui vous montrent que quand on a retiré la carotte, on n'a pas noté de présence de pourriture, alors que les points ouverts, c'est les points, les carottes pour lesquelles on a vu qu'il y avait de la pourriture quand on a enlevé la carotte. Et donc, pour chaque arbre, vous avez 6 mesures, enfin 6 points, pardon, qui signifient 3 mesures à 0,5 m et 3 mesures à 1,30 m. Et enfin, vous avez ici les astérix qui vous montrent la significativité entre la concentration du sol et la concentration du tronc. Donc, si vous avez une astérix noire, ça veut dire que la concentration du tronc est différente de la concentration atmosphérique. Si un astérix bleu, ça veut dire que c'est différent de la concentration à moins 20 cm et un astérix rouge à moins 10 cm. Donc, la première chose à en tirer de cette figure, c'est que ah oui, pardon. Si vous êtes dans le cas où vous avez une concentration qui est supérieure à l'atmosphérique, alors dans ce cas-là, on est dans le cas d'une production de l'arbre ou du sol, hein, du méthane qui est produit dans l'arbre ou dans le sol. Et si on est en dessous, alors on a de la consommation qui se passe soit dans l'arbre, soit dans le sol. Donc je disais, le premier résultat intéressant de cette figure, c'est que on a de la consommation à moins 10 cm, puisque la valeur à moins 10 cm est statistiquement différente de la concentration atmosphérique, et ce, malgré une nappe présente, puisque quand on a effectué nos mesures, on avait un niveau de nappe qui était situé entre moins 55 et moins 45 mètres. 0,55 et 0,45. Et la concentration à moins 20 cm, statistiquement, elle n'est pas différente de celle à moins 10 et de l'atmosphérique. Néanmoins, elle est quand même inférieure à celle de l'atmosphérique. Et donc ça veut dire que potentiellement, on a de la production de méthane à partir de 20 cm et dans les horizons plus profonds. Ensuite, si on commence à s'intéresser à ce qui se passe dans chaque arbre, on a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ces 3 arbres ici, qui ont des concentrations qui ne sont pas différentes de celles de l'atmosphérique, voire pas différentes de celles à moins 20 cm. Et donc là, on peut émettre des hypothèses, c'est que ces arbres-là, ils peuvent transporter du méthane qui est produit dans les horizons plus profonds du sol. Et ce méthane a pu être oxydé dans le sol, puis transporté par l'arbre, ou il a pu être transporté et oxydé dans l'arbre. Ce qui nous amène à dire qu'on ne peut pas exclure de la consommation au niveau des arbres, dans les arbres. Et ensuite, on a d'autres arbres qui ont des concentrations bien plus élevées, bien supérieures à celles de l'atmosphérique, qui est encore plus marquée pour le hêtre 10, avec ces valeurs très, très élevées ici. Et donc là, on peut émettre 2 hypothèses. La première, c'est que ces arbres-là, ils ont peut-être accès à... ils ont un système racinaire qui est peut-être plus profond et ils ont un meilleur accès au méthane qui est produit euh, dans les horizons très profonds. Et ils transportent ce méthane produit directement et ils peuvent ensuite l'émettre. Ça peut être notamment le cas de cette chaîne ici qui a un très beau aussi gradient d'émission qui décroît avec l'élévation et qui peut nous faire penser à ce cas de figure.
Et l'autre cas de figure, c'est que on a des concentrations qui sont élevées parce qu'on a certainement de la production interne en plus. Et donc pour l'illustrer, ici, vous avez la carotte de ce fameux être qui a des concentrations très élevées. Et ici, il a une pourriture assez forte, ce qui pourrait être l'explication de cette concentration assez forte. Et donc par conséquent, on a certainement de la production au sein des arbres qui peuvent se produire. Et ça, ça a été confirmé par nos incubations de carottes, puisqu'on a eu à chaque fois de la production possible. Donc, pour conclure sur cette étude, on a observé des émissions de méthane sur toute la période de mesure. On a vu que ces émissions variaient temporellement et que ça, c'était principalement dû euh, à, à la production dans le sol avec cet effet nappe. Et donc, quand on a une nappe qui est haute, on a une forte production dans le sol et à ce moment-là, on a du méthane qui est transporté dans l'arbre et qui est mis au niveau de l'arbre avec une diminution de ses émissions avec la hauteur. Et néanmoins, c'est pas parce que on a une nappe qui est présente, une nappe qui est élevée, que les horizons les plus hauts ne peuvent pas consommer. Et ça nous renseigne également sur le fait que la production a l'air plutôt de se situer en dessous de 20 centimètres. Et enfin, quand on regarde les concentrations, eh bien, on peut pas exclure à la fois une production dans l'arbre et une production dans le sol, et également une consommation qui peut se passer dans l'arbre. Et donc, pour quelques perspectives à cette étude, on a prélevé des échantillons de gaz qu'on va analyser avec, enfin, certains vont être analysés en isotopie naturelle, en composition naturelle. On va peut-être faire des analyses sur les carottes pour essayer de comprendre les processus qui peuvent amener à de la production de méthane au sein du bois. Et également, pendant toute la période de mesure, on a laissé les mousses qui étaient à la surface du tronc. Et quand on a retiré les chambres, on a pris en photo ces mousses. Et à chaque période de mesure, on a pris une surface connue et on a mesuré les flux. Et donc, on va également regarder l'impact des mousses sur ces émissions et de combien les mousses peuvent augmenter ou diminuer les émissions. Et ça, c'était les premiers résultats que j'avais dans mon rapport de M1, où les mousses, effectivement, émettaient et ces émissions diminuaient avec la saison de végétation. Donc voilà, merci de votre écoute et puis également merci à toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette expérimentation qui est d'ailleurs toujours en cours. Voilà, merci à tous et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toi. Moi, j'ai une question pour commencer les rafales. Les isotopes, tu peux nous dire ce que ça va apporter tes perspectives? Euh, Par composition isotopique, on peut avoir une idée de où le méthane est produit, euh, par quel type de méthanogène. La composition isotopique peut être différente. Et donc ça peut nous donner une indication. Ensuite, si on compare par exemple avec celui du sol, on peut également savoir s'il y a eu d'autres processus fractionnants qui ont eu lieu dans l'arbre ou est-ce qu'on a la même constante dans le sol et dans l'arbre. À ce moment-là, ça irait encore plus dans le sens du transport uniquement de ce qui se passe dans le sol au niveau de l'arbre. Ok. Et c'est l'isotope du carbone, je suppose? C'est une question idiote. Oui, 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 isotope du carbone. Ok. J'ai Merci. une petite question aussi, parce que tu as montré à un moment sur ton bout de carotte où il y avait de la pourriture, hein. Oui, Et ouais, tu peux revenir là-dessus. C'était après, je crois. Euh, donc ça, c'est l'extérieur du tronc, ça? Ou c'est l'intérieur? alors l'écorce est ici. Ouais.
Et ça, c'est le cœur. Et du coup, tu penses que il peut y avoir des champignons ou des choses comme ça pour la Alors, nourriture? pour le moment, c'est encore pas super clair comment ça se passe. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire en stage. Mais l'hypothèse derrière, c'est que la dégradation du bois, et notamment la dégradation de la cellulose, de la pectine, de l'hémicellulose, elle va donner des substrats, des sucres solubles par exemple. Ces sucres solubles vont être fermentés par d'autres micro-organismes. Et cette fermentation, elle va donner des substrats à la méthanogénèse. Donc ça va être du CO2, de l'H2, de l'acétate Ouais, et des composés méthylés. Et avec ces substrats-là, il va ensuite avoir méthanogénèse et production de méthane. ok. Et après, il y a une question sur le degré de dégradation. Probablement que ça commence, enfin, ce que j'ai expliqué, ça va être le cas au début. Et après, quand on va avoir une dégradation qui est un peu trop prononcée, à ce moment-là, on va augmenter aussi la porosité. Et si on augmente la porosité, on va augmenter la concentration de l'oxygène. Et donc, on sera plus en condition anoxique. Et donc, on n'aura plus de production de méthane. D'accord. Merci. Mathias, Oui, salut Nathan. Euh, Merci pour ça a été intéressant. Euh, j'ai vu que les productions, c'était quand il y a une nappe, il y a plutôt la production, tu dis, dans le sol, mais c'était aussi pendant la saison où il n'y a pas de feuilles. Comment tu imagines le transport de méthane jusqu'à 4 mètres s'il y a pas de feuilles, il n'y a pas de transpiration? Euh, Bah, par diffusion, en tout cas, déjà, ça a été montré que le méthane du sol pouvait être transporté par diffusion axiale. Après, je sais, honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur ça peut diffuser de façon axiale. Et si on regarde mon graphique de gradient ici, euh, quand on regarde les données, on a une diminution avec la hauteur jusqu'à à 2 mètres. Et si on regarde la relation, effectivement, on a une diminution, mais on voit qu'on a également une tendance à avoir des flux qui sont plus élevés à 4 mètres. Et donc, ça se trouve, à partir de 4 mètres, c'est d'autres processus qui vont rentrer en jeu et peut-être plus de la production interne et le transport peut-être qui s'effectue jusqu'à 2 mètres et après, il peut être limité. Mais Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, bon, pour être diable, on pourrait dire que tu peux tout expliquer par une source locale, juste pas la pourriture, parce que la pourriture, ça va commencer aussi en bas. Je ne crois pas que la diffusion moléculaire est si rapide pour aller jusqu'à 4 mètres. C'est, mais néanmoins, on a quand même des concentrations qui sont proches de celles du sol dans le tronc, euh, qui, qui nous indiquent quand même qu'il y a quand même quelque chose qui se passe entre ce qu'il y a dans le sol et ce qu'il y a dans le tronc. ils sont où là les concentrations tu montres les concentrations? Ici, là, on a les concentrations pour les différents arbres. Moi, tu dis, il y a le CB20 et le FS14 et 15 qui ont la même concentration ou... Mais c'est Ceux qui sont proches de celles du sol, c'est ceux-là. Là. Il faut pas le CB20 et CB7, en fait, quand on a mesuré les concentrations, on a eu des soucis parce qu'il y avait la montée de sève. Et donc, on n'a pas, sur certains points de mesure, on n'a pas réussi
à Mhm. bien mesurer les concentrations. Et vu qu'on a Moi, que 3 points, en ouais, fait, c'est difficile de dire statistiquement. moi, Mais j'ai sur trouvé ces arbres-là, c'est pas un bon argument parce qu'en fait, tu cherches pas à 20 centimètres, tu cherches plutôt à 40, 50 centimètres si tu as un oxygène. Euh, et c'est plutôt cette concentration il fallait et pas la concentration à 20 centimètres où il y a déjà consommation et tout, ça va être trop petit, quoi. C'est plutôt mais les... la concentration à 40 centimètres, on a essayé de la mesurer, sauf qu'on a eu un problème, c'est que ça s'est rempli le tube s'est rempli d'eau et on n'a pas pu Ouais. mesurer les concentrations. Hmm. Bon, merci. Je te laisse. Il y a d'autres questions? Est-ce que ce que tu es en train de faire au Japon, ça a un rapport avec ça ou pas du tout? Et ben c'est ce qu'on discutait par rapport à la question de Marie-Noël Ah oui, à sur, propos de la nourriture. Ouais. sur la carotte ici. Là, ce que je suis en train de regarder, c'est comment, ben, qu'est-ce qui va expliquer le fait que, on va avoir des endroits, des hotspots de production et comment le cœur du bois produit et pourquoi ça produit, en regardant les facteurs physiques et biochimiques. Donc la densité, le niveau d'humidité, la concentration d'oxygène et puis ensuite euh, les sucres solubles, certainement l'acétate, les phénols, etc. Et essayer de comprendre un peu pourquoi on a de la forte production à des endroits, pourquoi d'autres endroits on n'en a pas, et comprendre ouais, les attributs. Et tu fais ça là-bas parce qu'il y a une expertise particulière? C'est surtout que là-bas, ils ont des arbres qui sont assez gros et ils ont l'air d'avoir beaucoup plus de production dans l'arbre. Et sur les deux espèces sur lesquelles je travaille, c'est de deux espèces sur lesquelles ils ont déjà montré qu'il y avait une présence de méthanogène. Donc on est sûr de cette source. Et donc ça permet de commencer directement à essayer de comprendre pourquoi, sans déjà essayer de chercher est-ce qu'effectivement on a des méthanogènes, etc. D'accord, merci. Il peut y avoir encore une question ou deux, non? Bon. Merci beaucoup en tout cas, c'est super intéressant. Bonne continuation pour ton stage. Merci. Il faudra que tu nous présentes la suite de ce que ce que tu fais. Oui, Et quand puis, j'aurai un peu plus avancé. ouais, ouais, ouais. On se retrouve la semaine prochaine avec Damien Bonal, qui nous parlera de mélange d'espèces, sa spécialité. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci, bonne journée. Bonne continuation.